Petit sondage avant de commencer. Qui connaît le secondaire? Tu aurais pu poser la question à l'envers, hein, t'es un salaud un peu. Hein. Qui pense que c'est un sujet tabou? Pas grand monde. Qui connaît Jean-Large Brochard? Ah, Qui pense que c'est un sujet tabou? donc maintenant vous savez pourquoi on invite Jean. Jean, il n'a pas le salon dans la poche. Jean, c'est le gars qui envoie des tweets à 16 ans. Et en fait, c'est un vrai plaisir de l'avoir. Parce que, croyez-moi, c'est un sujet sur lequel il est très très dur de trouver des speakers. Merci Jean. Bah, merci de m'avoir. Non, alors, on est 100% des gens ne te connaissent pas. Donc, s'il te plaît, rappelle qui tu es. Donc, je m'appelle Jean-Large Brochard et ça fait 7 ans que je bosse avec Xavier Niel dans l'investissement startup, avec Kima Ventures notamment, fonds avec lequel on investit des petits tickets de 100 à 150 000 euros, principalement en amorçage, dans des boîtes francophones, de la tech, partout dans le monde. Dans quelques noms pour quantifier le succès. Bon, malheureusement, pas October. Tu m'as pas appelé, salaud. Non. Non, on a fait des boîtes comme les boîtes qui datent. Il y avait Zenly, Trendline, qui sont deux belles boîtes historiques qu'on a bien revendues. Puis après, on a fait des boîtes comme Payfit, Spendesk, Alan, Dice, Biril, Docker et d'autres. Et s'il faut saluer quelque chose, c'est que le name dropping, c'est très simple. Tout le monde l'a fait. En revanche, Jean, il fait un truc que quasiment personne ne fait. Il donne sur Twitter ses performances. Alors, je peux donner nos performances parce que nous, on n'a pas de LP institutionnel, donc on a moins de contraintes. Ça, c'est le pâté des autres. Non, non, Il bon. pourrait tout à fait les donner. Oui, peut-être qu'ils pourraient les Tout le donner. monde. Mais nous, on fonctionne en vintage aussi. Donc nos fonds fonctionnent par année. On a les années 2015, 2016, 2017, 2017. C'est plus facile de donner tes performances à l'année parce que toutes tes boîtes font des up rounds plutôt que les donner sur des millésimes de fonds. Et puis, c'est terrible. C'est drame. Je suis devenu politiquement correct. Il va falloir changer, Jean. Ok. On revient dans le sujet. Est-ce que tu penses que le secondaire est un sujet tabou? Je pense que l'argent globalement en France est un sujet tabou. Donc le secondaire, évidemment, et notamment parce que ce que tu vois, c'est des jeunes entrepreneurs avec leurs t-shirts et leurs baskets qui prennent des millions. Et évidemment, tout le monde s'offusque. Et donc voilà pourquoi c'est un peu tabou, quoi. Alors, ce qui est surprenant, en effet, c'est très dur de quantifier le phénomène. Spoil est fait, ils ont dit ouvertement 149 millions d'euros de financement, d'autres dans le cadre de secondaire, d'autres développent des légendes urbaines. Alan, Ouais, bonne légende urbaine, Alan. hey, tout le monde a dit que les fondateurs avaient pris genre 50 millions. N'importe quoi. Hein. Il a dû le démentir. Bref, aide-nous à quantifier le phénomène. Ce qu'on s'est rendu compte en 2000, je dirais 19, 20, 21, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de capital disponible, que les valos montaient fort et que les investisseurs, leur job, c'est d'avoir de l'ownership, c'est d'avoir un maximum du capital des boîtes. Donc quand tu as la possibilité de négocier avec un entrepreneur un peu de cash out, donc lui donner du cash contre ses shares pour récupérer plus de parts de sa boîte,
parce que tu penses que, un, ça ne va pas lui monter à la tête, et que deux, ça va te permettre d'avoir plus de parts dans une boîte qui va cartonner, tu le fais. Et en fait, ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et un peu 2022, c'est que toutes les boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, il y avait plus de demandes que d'offres. Et donc, du coup, quand il y a un excès de demande par rapport à l'offre, et que les boîtes lèvent sur des valos importantes, avec beaucoup d'argent, donc aussi beaucoup de responsabilités, c'est aussi une manière de dérisquer, déstresser la responsabilité de l'entrepreneur face à la réussite de sa boîte. Et donc, toutes les boîtes qui ont levé des tours de financement de, je dirais, 50, 100 millions et plus, 100% des fondateurs ont pris un peu de cash out à l'occasion de ces deals. Les montants les plus importants, c'est quoi? Les montants les plus importants, ça se chiffre en... je crois que le montant le plus important que j'ai vu, c'était 50 millions pour un fondateur. Ce qui est beaucoup. Excusez-moi. Ouais. Et d'ailleurs, 50 millions, ce qui est génial, c'est que ce même ces deux fondateurs, ils ont pris 50 millions chacun. Et en fait, le deal à l'origine, il n'était pas comme ça. Il y avait un deal avec une valeur très élevée. Et pour qu'un des fonds gagne contre l'autre, il a donné du cash out énorme au fondateur et il a réémis des stock options pour que cette opération en plus soit non dilutive pour les entrepreneurs. Donc c'est double hold-up. Exactement mon point. Qui connaît le LBO dans la salle? Qui connaît les management packages? Donc vous avez tout compris. Dans les LBO, pour faire baisser les prix, on donne des gros management packages. Et dans le VC, pour faire baisser les prix, on fait du secondaire. Mais donc, ça n'a même pas fait baisser les prix. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, les investisseurs historiques, tu leur faisais cash out avec du discount. Faire monter moins vite. Mais comment tu expliques qu'on est passé d'une époque où on mettait dans les packs d'actionnaires des clauses de respiration super serrées, c'est-à-dire qu'on disait aux fondateurs, tu ne peux pas vendre plus de 5% de tes actions. Et encore, ça dépend à qui, à cette situation nouvelle. Alors oui, mais si tu regardes les cash-out des entrepreneurs dont on parle, ils n'ont pas cédé beaucoup de leur position. En fait, ils ont peut-être cédé entre 5, s'ils ont cédé 10% de leur position, je pense que c'est un max. Ils n'ont pas cédé beaucoup. Donc par rapport aux clauses de respiration, ils étaient quasiment dans les clous. Mais avant, il n'y avait pas suffisamment de demandes pour avoir du cash-out. C'était surtout ça le truc. Mais, désolé, Titi, ce qui est surprenant pour certains observateurs, c'est que ce cash-out arrive parfois dès la série B, très tôt, à un moment où l'effort est encore léger. Et donc, on peut penser, et je pense à toi là, que c'est quand des alignements de terrain avec les fonds de Chine, parce que d'un côté, toi, ton fondateur, qui gagne du cash, est un gros VCUS qui arrive avec des actions de préférence. Comment tu vois ça de ton point de vue? Alors, d'abord, les investisseurs qui proposent du cash out aux fondateurs, ils en proposent souvent aux fonds de seed aussi. Donc c'est classe, tu vois, je te mets une grosse préf, mais tu as le droit de cash out. Pour nous, notre game, c'est quand même de rester le plus longtemps possible, parce qu'on se rend compte que la perf, elle se fait sur la fin, elle ne se fait pas sur le début. Sur l'histoire du potentiel conflit d'intérêts, je pense que le sujet, c'est un conflit d'intention. L'investisseur, il arrive, met beaucoup d'argent, il met une préf, il donne du cash-out, il prend sa responsabilité d'investir beaucoup et de donner aussi du cash-out au fondateur. Et c'est la responsabilité du fondateur de prendre tout cet argent en cash-in et tout cet argent en cash-out et bien faire son job derrière. Donc la responsabilité, elle est croisée. Et après, bon, moi, je suis peut-être un petit peu trop sympa à cet égard, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que j'ai un métier cool parce que je rencontre des gens cool, sympas. Il est facile parce que c'est pas moi qui bosse. Et il est confortable parce que même si j'ai 95% des boîtes, je vais très très bien gagner ma vie. Donc quand un entrepreneur arrive à toucher du cash en série B parce qu'il y a un gros investisseur américain qui lui met du cash sur la table, mais putain, mais prends-le quoi, tu vois, genre t'as raison. Moi je serais à ta place, mais tout de suite je le prends. Après, si ça fait tourner la tête à 10, 20 ou 30% d'entre eux, bah, c'est la responsabilité de ceux qui ont fait le deal.
Et toi, en tant qu'investisseur seed, on t'avait proposé de sortir. Donc, tu as pris ta responsabilité aussi. Personne n'est vraiment floué. Le seul truc, c'est que sur le cash-out, au moment des deals, généralement, le cash-out pour les fondateurs, il n'y a pas trop de discount. Et le cash-out pour les investisseurs seed, t'inquiète que le discount, il est là, quoi. Ah, dis la vérité. Parle-nous des discounts. Bah, en fait, si tu lèves du cash sur 2 milliards de valo, par exemple, bon, bah, les entrepreneurs, au lieu d'aller négocier un discount de 15-20% pour tout le monde, y compris eux, ils vont négocier 10% de discount pour eux, 25% de discount pour leurs investisseurs financiers, parce qu'ils peuvent, et parce que c'est déjà un très bon deal pour les investisseurs financiers. Et honnêtement, bah, ils ont raison. Moi, je serais eux, je ferais exactement la même chose. OK. Alors, si vous voulez non pas un discount, mais une prime, il y a une autre solution. Vous la connaissez? Allez sur les plateformes de secondaire. Il y a des... Donc, je voulais bien avoir ton avis sur les plateformes qui permettent à des salariés de vendre leurs actions ordinaires plus chères que les dernières actions de prêt. Alors, d'abord, ça, c'était vrai il y a quelques quarters. Aujourd'hui, va chercher des actions ordinaires au prix des actions de préf. Bonne chance, quoi. Ça va pas se faire, c'est pas facile. C'est ma question d'après. Désolé, merde. Non, le truc sur ces plateformes, si elles existent, bon, d'abord, c'est peut-être parce qu'il y a un échec de gestion des plans de stock dans les boîtes. Parce que c'est génial d'avoir des plans de stock pour tous les employés, mais si tu n'as pas géré la manière dont, mais même sur les call options, moi j'ai donc des entrepreneurs, ils partent de la boîte, ils souscrivent à leurs actions, et il n'y a pas d'option pour les investisseurs ou les entrepreneurs de racheter ces actions, par exemple. Or, ça devrait être un moyen de permettre à la fois d'assurer de la liquidité aux employés et d'autre part de forcer un peu la vente de gens qui sont plus actifs dans la boîte. Et on pourrait très bien avoir des programmes de rachat d'actions où sur les boîtes qui deviennent rentables, un peu grosses et tout, elles pourraient racheter une partie de ces actions vestées avec un discount et ensuite les annuler ou les réémettre, faire quelque chose. On manque un petit peu, moi je trouve, d'ingénierie sur la manière dont on gère les stock options pour les employés aujourd'hui dans les boîtes. Alors là, je suis sûr qu'il y a des leçons à apprendre côté US. Est-ce que tu évites les bonnes pratiques américaines qu'on pourrait apporter ou des mauvaises à éviter? Non, les Américains, ils sont pas spécialistes des bonnes pratiques, tu vois. Ils sont plutôt spécialistes des excès. C'est quand même leur bread and butter. Ils font ça très très bien. Ce qui est intéressant, c'est que chez les Américains, bon, c'est des super consuméristes qui font les choses peut-être un petit peu trop vite et donc qui brûlent beaucoup de fuel et beaucoup d'argent. Mais ce qu'ils ont pour eux, c'est deux choses. C'est enfin plutôt trois choses. C'est un, la vélocité. C'est des gens rapides. Et je pense qu'on a à apprendre de leur rapidité d'exécution en général. Deux, comme l'argent tourne beaucoup en primaire, en secondaire, et qu'en fait ce marché secondaire est très développé, l'argent tourne, et une économie qui va bien, c'est une économie dans laquelle l'argent tourne, et donc ce truc-là est important, donc ça se recycle très vite. Et le troisième point, parce que c'est toujours important d'avoir un troisième point, mais je l'ai déjà oublié, je ne sais plus, donc voilà, Joker. Si ça te revient. En fait, cette table ronde, parce qu'Alain Clot, ici présent, me l'a posé il y a 6 mois. Mais la grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est finalement encore un sujet d'actualité? Le secondaire est plus trop un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité, c'est les extensions de round, là. Tu vois, c'est de rajouter du cash dans la banque et de la boîte, pas des entrepreneurs. D'ailleurs, une clause que je conseillerais aux investisseurs qui font des gros cash out, ce serait d'avoir un escroc sur le cash out. Donc le principe de l'escroc, donc ESCROW, hein, pas escroc, principe de l'escroc, hein, même s'il y en a. Donc le principe de l'escroc dans les deals, c'est que tu mets de l'argent de côté pour gérer tous les sujets de garantie d'actifs passifs en cas de problème, etc. C'est une espèce de garantie, elle peut être de 10, 20, 30% dans les mauvais deals. Et donc pendant 1 an à 2 ans, cet argent va être restitué aux investisseurs et aux vendeurs à mesure que le temps passe. On devrait imposer ça aux entrepreneurs. Tu fais un cash out de 20 millions, en fait je te mets 10 millions en escroc, et si ta boîte a besoin de cash, il faut que tu les réinvestisses. Tu les réinvestis aux conditions du tour, mais au moins c'est faire. Parce que si tu as un entrepreneur que tu as pris 50 bars et que quelques années après,
tu as le choix soit de participer à un round, soit de te dire, mais en fait, moi j'ai gagné suffisamment de cash, j'ai plus beaucoup d'ownership, je peux faire autre chose, finalement je vais démissionner. C'est quand même un mauvais incentive, quoi. Donc il faudrait qu'on fasse ça, ce serait pas une mauvaise idée, tiens. Je pense même que ça aurait été indispensable. C'est facile à dire a posteriori. Mais moi, je te dis, soit l'entrepreneur va prendre son cash et faire un round au nominal et reprendre la main sur la boîte. Non, il peut pas. Techniquement, tu peux pas faire un down round au nominal. Ça n'existe plus, ça. Et puis d'ailleurs, il suffit d'aller en référé devant une cour et ça saute immédiatement, je crois. Ouais, c'est pour taquiner. Alors, Sébastien, l'animateur, est parti. Oui, Sébastien. Parce que la topeuse, elle avait bien comme toi d'abord la table ronde. Le Ah, succès. il est là, il est caché. Il joue à Où est Charlie? Il est au deuxième rang. pour des questions. Où est Sébastien? Il est dehors. Et du coup, vous avez des questions ou pas? Parce que c'est le moment. On Hein. attend des questions, Sébastien. On a 2 minutes. Allez. Voilà. Allez, 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Faites pas les timides. Toujours la Ah. première, la plus compliquée. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Moi, j'avais une question pour Jean. Est-ce qu'à un moment donné, on recherche toujours la valorisation la plus élevée ou avec ce que vous avez expliqué sur les preferred, il vaut pas mieux une valorisation moins élevée et un risque que la preferred vous affecte moins quand vous êtes au seed? Et puis une deuxième question peut-être pour vous deux. On a quand même vu des très belles fintech notamment proposer sur les derniers rounds à leurs salariés d'investir au niveau du round. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la question 2, rapidement, j'en pense que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et que bon, bref, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais bon, ouais, c'est pas très intelligent vu sur tous les niveaux de valo et le nombre de prefs qu'il y a au-dessus et le fait que ces boîtes vont encore lever de l'argent. Et sur la question numéro 1, ça, je pense que c'est... attends, la question numéro 1. Sur les prefs. Sur les prefs. Ouais, alors c'est une question de rendement. Tout est une question de rendement. Le truc, c'est que si tu lèves sur une très grosse valo, mais que le rendement de l'argent que tu mets au travail te permet d'aller au stade suivant, c'est pas un problème. Le problème, c'est si en fait, tu as levé beaucoup d'argent avec des prefs, que tu n'arrives pas à fournir un bon rendement sur l'argent qui a été investi dans ta boîte. Et dans ce cas-là, bon, bah, du coup, tu es collé. Mais c'est un risque, c'est plutôt l'entrepreneur qui le prend, c'est pas nous. Nous, on a toujours l'option, souvent, enfin, toujours, pas toujours, en tant que seed investor, mais les investisseurs ont la possibilité de participer au tour, donc de participer aussi, d'être dans la pref, hein, donc d'avoir ça. Mais c'est difficile, on est tiraillé, parce que notre job, c'est de montrer nos performances à nos investisseurs pour qu'ils continuent d'investir chez nous. Et ça passe par la valeur comptable, la valeur des actions au prix auquel elles ont été payées, peu importe les prefs. Et de l'autre côté, on a le sujet qui est que oui, on aimerait bien que tu regardes les boîtes qui ont fait IPO entre 2000 et 2010, c'est des boîtes, si elles avaient levé 100 millions dans leur vie, c'était le maximum du maximum. Aujourd'hui, 100 millions, c'est le tour d'un Series B, il y a là d'une boîte qui fait 10 barres de chiffres, quoi. Donc, ouais. Et tu sais quoi, on est grisé. On aime bien. Tu es là, les mecs, ils arrivent, vas-y, je te mets 200 bars sur 2 milliards de valo, ta boîte, elle fait 40 millions d'ARR, let's go, on est chaud. Toi, tu es content, tu es excité, hein, tu crânes. Hein. Et puis bon, tu vas chialer après tout seul dans les chiottes quand le marché déglingue, quoi. Mais... Il se chauffe enfin. Non, désolé, c'est une table ronde un peu technique, mais ça me donne une dernière question pour Jean. Le problème des grosses valeurs aussi, c'est qu'après, quand tu donnes des options, tu peux pas donner des options après moins cher que le dernier tour. Alors maintenant, tu as un système de fair value. Donc les avocats peuvent, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais en gros, une boîte qui lèverait 2 milliards alors qu'elle vaudrait techniquement plutôt quelque part entre 700 et 1 milliard, quoi, peut émettre des options dont le prix d'exercice est discounté par rapport au prix du dernier tour. Donc tu dis officiellement que le prix du tour n'est pas à faire. Je dis que 100% des tours qui ont été faits les 2 dernières années sont mal pricés, beaucoup trop chers. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci. Merci à tous les deux.